Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Ce jeudi matin humide, Clara était déjà réveillée bien avant le soleil. La lumière n'avait même pas touché les murs moisis de la pièce qu'elle était déjà assise sur le sol du salon, les genoux marqués par la dureté du sol, les yeux mi-clos par le sommeil et la fatigue. L'aiguille dansait entre ses doigts blessés, d'avant en arrière sur le tissu bon marché d'un chemisier pour enfants qu'un voisin avait commandé. De l'autre côté du fin rideau, la toux de la mère rompait le silence de la maison. Clara n'avait même plus peur. Elle savait quand c'était juste la maladie et quand c'était un appel à l'aide. Ce jour-là, Patricia n'avait même pas pu avaler la bouillie fine que sa fille avait préparée avec le peu de semoule de maïs qui restait dans la boîte. Le placard était presque vide. Le loyer, 2 mois de retard. Et l'ombre d'une expulsion s'approchait comme une tempête que personne ne pouvait éviter. C'est dans ce scénario qu'est apparu Marcelo. Il est arrivé sans prévenir, comme s'il ne voulait pas perdre de temps. Il frappa bruyamment à la porte, déjà irrité de devoir se rendre dans ce quartier oublié, une région qu'il connaissait trop bien, à travers des souvenirs qu'il préférait enterrer. Quand Clara ouvrit la porte, il fit un pas en arrière, non pas à cause de l'odeur de moisi qui s'échappait de la maison, mais à cause de l'image qu'il voyait, un enfant avec de profonds cernes sous les yeux, les cheveux attachés en désordre, les mains marquées de lignes rouges et les yeux si adultes qu'ils étaient dérangeants. Marcelo fronça les sourcils. Il a posé des questions sur sa mère. « Elle est malade, elle est allongée », répondit Clara sans émotion. Il prit une grande inspiration, jeta un rapide coup d'œil à la maison et dit sèchement « Le loyer est en retard. On ne peut pas continuer comme ça. » Clara n'a pas discuté. Elle a simplement baissé les yeux et s'est remise à coudre. Marcelo resta là quelques secondes, en silence, regardant Clara s'éloigner de la porte et s'asseoir au même endroit où il l'avait trouvée. Il n'y avait pas de télévision allumée, pas de jouets éparpillés, aucun signe d'enfance dans cet environnement. Le silence était épais, rompu seulement par le bruit de l'aiguille et la faible respiration provenant de la pièce en Maine. Arrière-plan. Il était habitué à voir les défaillants essayer de se justifier, mendier, trouver des excuses. Mais là, il n'y avait aucune défense. Juste une petite fille, épuisée, essayant de coudre sa propre survie. Cela a réveillé quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Sur un coup de tête, il sortit son téléphone portable de sa poche et tapa quelque chose sur la calculatrice, faisant le calcul du montant dû. Puis, sans rien dire d'autre, il tourna le dos et s'éloigna, sentant l'étrange poids de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais il ne voulait pas l'admettre. Pendant le voyage de retour, Marcelo n'arrivait pas à se sortir Clara de la tête. Il avait vu de nombreux cas difficiles dans sa vie, mais quelque chose chez cette fille le désarmait. Elle n'a rien demandé. Je n'ai pas essayé de manipuler. J'étais juste là, faisant ce que je pouvais avec les quelques outils que j'avais. Cette image le ramenait à l'époque où il avait à peu près le même âge. Il se souvenait de l'odeur du canapé déchiré où il dormait, des factures en souffrance sur le réfrigérateur et de sa mère, essayant toujours de cacher son désespoir avec un sourire fatigué. Il se souvient également du jour où un huissier a frappé à la porte et a emporté tout ce qu'ils avaient. À ce moment-là, il a juré qu'il ne dépendrait plus jamais de personne et qu'il serait assez fort pour ne rien ressentir. Mais maintenant, des années plus tard, une petite fille aux doigts blessés et aux yeux enfoncés démontait tout cela sans dire un mot. Clara, par contre, ne savait pas qui était l'homme qui était là. Il savait seulement qu'il était le propriétaire de la maison et qu'à tout moment il pouvait les renvoyer. Elle s'est remise à coudre, ignorant la douleur dans ses doigts, car s'arrêter signifiait réfléchir, et réfléchir faisait encore plus mal. Dans la pièce, Patricia appelait doucement, d'une voix si faible qu'elle traversait à peine le mur. Clara courut vers elle, essuya la sueur du front de sa mère avec un vieux chiffon humide et essaya de lui faire boire de l'eau. Il ne pouvait pas. Patricia avait chaud, elle avait de la fièvre.
Clara resta quelques minutes près du lit, ne sachant pas quoi faire. Elle avait déjà appelé une ambulance à d'autres reprises, mais les médecins disaient toujours la même chose. La maladie était chronique et elle avait besoin de médicaments et de repos. Aucun d'eux n'en avait les moyens. Puis Clara retourna dans la chambre, prit une grande inspiration et prit un autre vêtement à coudre. À la fin de l'après-midi, la chaleur semblait avoir collé au mur. Clara transpirait en silence, ses doigts maintenant avec de petites taches de sang au bout, lorsqu'elle entendit la voix de sa voisine, Donna Yvonne, l'appeler depuis le portail. C'était une femme corpulente, toujours les bras croisés et les sourcils froncés, qui semblait prendre plaisir à souligner les erreurs des autres. Cette fille vit seule dans cette maison. Ce n'est pas une vie pour un enfant, a-t-elle commenté à voix haute pour qu'un autre voisin l'entende. Clara fit semblant de ne pas entendre, mais elle savait. Elle savait qu'Yvonne avait déjà appelé le Conseil de protection de l'enfance des semaines auparavant, et qu'elle insistait maintenant sur l'idée qu'elle avait été abandonnée. Mais ce n'était pas le cas. Elle s'occupait de sa mère, de la maison, des factures. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais le monde des adultes semblait sourd à tout cela. La menace était réelle, et Clara la sentait. Elle savait qu'à tout moment, quelqu'un pouvait frapper à la porte et l'emmener. Cette nuit-là, Clara dormit à peine. Elle était assise à côté du lit de sa mère, écoutant sa respiration irrégulière et fixant le plafond, essayant de penser à une issue. Ce n'était plus seulement la faim, ni une déchirure, ni des doigts blessés, c'était la peur d'être séparée de la seule personne qu'elle aimait. Il s'est réveillé tôt, avant même que le soleil ne se lève, et sans trop réfléchir, il a pris une décision qui ne convenait pas à son âge. Elle prit la seule robe présentable qu'elle avait, froissée mais propre, et quitta la maison. Il marchait dans plusieurs rues, ne sachant pas exactement où trouver l'homme qui était apparu la veille. Il a demandé à l'épicerie du coin, puis au bar de l'avenue. Ce n'est qu'en fin de matinée qu'un boulanger m'a fait remarquer « Marcelo, le propriétaire des maisons de la rue d'en haut, il loge habituellement au bureau sur la place centrale. » Clara le remercia d'un timide signe de tête et continua son chemin, sans penser à faire demi-tour. Se rendre au bureau de Marcelo était plus difficile que prévu. L'endroit était loin et la chaleur augmentait à chaque pas. Mais elle y est allée, résolue. À son arrivée, en sueur et avec les pieds endoloris, elle a vu un petit bâtiment avec une pancarte indiquant « Immobiliaria Matos Encia ». Il entra lentement, sentant le regard méfiant de la réceptionniste. « Puis-je parler à Marcelo ?» demanda-t-il à voix basse. La femme la regarda de haut en bas avec suspicion. « Avez-vous un rendez-vous » Clara secoua la tête. « C'est urgent. » La femme grimaça, mais avant qu'elle puisse renvoyer la fille, Marcelo apparut dans le couloir. Il s'est arrêté quand il l'a vue. Quelque chose dans l'expression de la jeune fille, dans ses yeux profonds et déterminés, le poussa à demander la permission à la réceptionniste et à l'appeler à l'intérieur. Clara entra sans hésiter. « Je n'avais pas peur. J'ai vu pire. » Il s'assit sur la chaise de devant, prit une grande inspiration et dit « Je ne suis pas venu pour demander de l'argent. Je veux juste que vous sachiez que j'essaie, que je fais ce qu'il faut. C'est tout. » Marcelo resta silencieux pendant quelques secondes. Sa phrase était simple, mais elle touchait profondément, comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda la fille devant lui et vit clairement le garçon qu'il avait été. Seul, effrayé, essayant de tout faire correctement dans un monde qui ne semblait pas s'en soucier. La différence était qu'il n'avait jamais eu le courage de demander de l'aide. Et Clara, à 7 ans, était là, le faisant avec une dignité qui démantelait toute résistance. « Tu es fort, » dit-il, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Et tu fais plus que ce que la plupart des adultes pourraient m'en faire. » Clara ne sourit pas, mais ses yeux brillèrent un instant. Ce n'était pas des éloges qu'elle voulait, c'était de la reconnaissance. Elle avait besoin d'entendre de quelqu'un qu'elle n'était pas seulement une enfant perdue. J'avais besoin de savoir que je n'échouais pas. Après son départ, Marcelo resta là, à regarder la chaise vide. La visite de Clara n'était pas un appel à l'aide, c'était un appel. Il le savait. Et il savait aussi que, peu importe ses efforts, il ne pourrait jamais redevenir le même homme qu'avant. Il a pris son téléphone portable et a appelé l'assistante sociale responsable de la région. Il
a utilisé son nom, son influence, et a demandé qu'aucune mesure ne soit prise concernant le cas de Clara et Patricia jusqu'à ce qu'ils soient mieux informés. Je voulais connaître des détails, des rapports, des arguments, non pas parce que je doutais de la situation, mais parce que je voulais comprendre de l'intérieur comment fonctionnait ce système qui faisait si souvent du mal à ceux qui en avaient le plus besoin. Puis il raccrocha, se renversa dans son fauteuil et regarda longuement par la fenêtre. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le désir d'agir pour quelqu'un d'autre que lui-même. Dans les jours suivants, Marcelo est resté en contact avec les services sociaux, essayant de mieux comprendre le cas de Clara et de sa mère. Il n'a pas mentionné directement la demande de la jeune fille, mais a commencé à observer les détails de la situation comme un spectateur qui commence soudainement à réaliser l'intrigue dans laquelle il est impliqué. Petit à petit, il a pris des décisions. Il a décidé de ne pas vendre la maison, même sous la pression de Donna Yvonne et les problèmes financiers auxquels il était lui-même confronté. Lorsqu'il a appris que la situation était sur le point de dégénérer jusqu'à un éventuel éloignement de la jeune fille, il s'est personnellement rendu au conseil de tutelle et a demandé à être entendu. Il n'était plus l'homme qui regardait la souffrance des autres avec froideur. Quelque chose en lui avait bougé de manière irréversible. Ce n'était pas une charité qu'il voulait offrir, mais plutôt une chance. L'occasion de montrer à Clara qu'elle n'était pas seule au monde. Clara, quant à elle, n'était pas au courant de ce qui se passait dans les coulisses. Elle a continué à faire ce qu'elle pouvait, et maintenant sa mère allait un peu mieux, capable d'avaler de la nourriture, de prendre des médicaments ou autres. Mais la peur était toujours là, suspendue dans l'air. La peur qu'à tout moment quelqu'un vienne, lui, enlever la seule personne qu'elle avait encore au monde. Mais il y avait quelque chose de différent. Lorsque Clara passa devant la maison de Marcelo, elle sentit son cœur battre plus vite. C'était comme si, d'une certaine manière, il était là, quelque part, observant, se souciant d'elle sans qu'elle sache comment. Et cela, d'une certaine manière, la faisait se sentir plus calme. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus en jeu. Maintenant, que sa lutte pour la survie, était en quelque sorte vue. Finalement, le jour arriva où Marcelo se rendit chez Clara, sans prévenir, sans se soucier des formalités. Il voulait voir de près comment les choses se passaient, sans intermédiaire, sans rapport. Quand Clara ouvrit la porte, surprise, il ne savait pas à quoi s'attendre. Elle était plus calme que la dernière fois, mais il y avait toujours quelque chose dans son regard, une inquiétude qu'il ne pouvait pas nommer. Il est entré, a regardé autour de lui, et pour la première fois, a vraiment apprécié la maison. La poussière, l'odeur de moisi, le manque de meubles, rien ne laisse penser qu'il y avait une vie normale là-bas. Puis il regarda Clara et dit « La maison ne sera pas vendue. Il ne t'arrivera rien de mal, à toi et à ta mère. » La fille l'observa en silence pendant un moment. Il ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une flamme d'espoir que Marcelo ne pensait pas être capable d'allumer. Dans les jours qui suivirent, le miracle qu'il n'avait pas cru possible commença à se produire. Clara et Patricia n'ont pas été retirées. Marcelo s'en est assuré, non pas par pitié, mais parce qu'il savait qu'il devait faire quelque chose de plus que simplement tout laisser derrière lui. Il ne voulait pas être le héros de l'histoire, mais il ne voulait pas non plus être le méchant. Lorsque les services sociaux sont venus pour une visite d'évaluation finale, Marcelo était là, à côté de Clara, lui tenant fermement la main, comme s'il savait que la vie de la jeune fille était sur le point de changer pour toujours. L'assistante sociale, qui était auparavant prête à intervenir et à retirer Clara du foyer, a observé les deux et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de négligence, mais plutôt de la lutte, de la résilience et, surtout, de l'amour. Le temps a passé et Clara a commencé à voir des changements dans sa vie. Ce n'étaient pas de grands changements, mais ils étaient suffisants pour lui donner l'impression qu'elle n'était plus seule au monde. Marcelo, sans fanfare, a commencé à aider de manière discrète, non seulement avec le loyer, mais aussi avec les médicaments pour Patricia et les petits achats de nourriture qu'il laissait à la porte sans qu'elle sache d'où ils venaient.
Clara ne comprenait toujours pas bien ce qui se passait, mais quelque chose en elle, un bon sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, lui faisait croire que, d'une manière ou d'une autre, les choses commençaient à s'arranger. Ce n'était pas facile, mais maintenant elle sentait qu'il y avait peut-être un peu d'espoir pour elle et sa mère. Mais la grande transformation a eu lieu chez Marcelo. Le changement en lui était profond et silencieux. Il n'est pas devenu une personne différente du jour au lendemain, mais il a commencé à agir avec plus d'humanité, plus de compassion. Il ne prenait plus de décisions en pensant uniquement à l'argent ou à ce qui serait le plus avantageux pour lui. Il a commencé à considérer les gens comme des êtres humains, avec des histoires et des sentiments, et cela a affecté ses choix, ses attitudes et même sa vision de ce qui comptait vraiment. Il avait toujours son entreprise, son commerce, mais il commençait à voir son travail comme une opportunité de créer quelque chose de plus significatif. Ce fut un long voyage, sans grands gestes héroïques, mais d'une transformation intérieure qui, à la fin, lui fit sentir qu'il faisait enfin ce qu'il fallait. Clara n'a jamais été au courant des petits gestes de Marcelo. Elle ne savait pas que chaque semaine, il laissait une boîte de nourriture et de médicaments sur le pas de sa porte, ni qu'il avait décidé de rembourser toutes les dettes de loyer accumulées. Pour elle, le véritable changement a été de sentir que la pression de survivre, qui lui semblait auparavant insupportable, commençait à s'atténuer, même si ce n'était qu'un peu. Elle a continué à coudre, mais maintenant, au lieu de tout faire, elle-même, sa mère a commencé à intervenir et à aider là où elle le pouvait. Clara se sentait plus légère, comme si, petit à petit, le poids de ses responsabilités était partagé. Parfois, elle avait même le temps de rêver, de penser à des choses simples comme le sourire de Patricia lorsqu'elle recevait la nourriture, ou le regard plus calme que lui lançait sa mère lorsqu'elle réalisait qu'ensemble, elles surmontaient tout cela. Par une froide matinée d'hiver, Clara se réveilla et trouva une note, laissée par Marcelo sur la table, avec un vieux stylo et une écriture qu'elle pouvait à peine comprendre. Il n'a pas dit grand-chose, mais ses mots étaient simples et clairs. « Tu es plus fort que tu ne le penses, et ta mère aussi. » Cela suffisait à Clara. Elle n'avait jamais su à quel point cette phrase signifiait jusqu'à ce moment-là. Ce n'était pas de charité dont elle avait besoin, ni de la reconnaissance du monde. Elle avait besoin de savoir qu'au fond, quelqu'un croyait en elle. Quelqu'un qui, comme elle, s'était perdu, mais avait trouvé un chemin de retour. Et dans cette note, elle a vu un reflet de l'effort et du courage dont Marcelo avait fait preuve en donnant une chance à elle et à sa mère. Une chance de vivre, pour avoir une vie différente. Marcelo a continué son chemin de transformation. Mais il n'était plus seul. Il commençait à comprendre quelle pouvait être la véritable force d'un être humain. Il ne recherchait plus seulement le profit, la reconnaissance ou le succès qui avait toujours défini sa vie. Il se sentait en quelque sorte plus léger. Lorsqu'il passait dans la rue où vivait Clara, il ne voyait plus seulement une vieille maison simple, mais une histoire de résilience, d'amour inconditionnel. Parfois, il se tenait au coin de la rue, regardait la maison et pensait à tout ce qui s'était passé. Comment une si petite fille pouvait-elle porter un poids aussi lourd sans se briser? La question résonnait dans son esprit. Il n'avait pas les réponses, mais il savait que d'une certaine manière, l'histoire de Clara et de sa mère l'avait changé. Il voulait rendre, mais sans ostentation, sans se positionner en sauveur. Je voulais simplement être quelqu'un qui, par de petits gestes, aidait à reconstruire ce que la vie, dans sa dureté, avait presque détruit. La transformation de Marcelo n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi pratique. Il a commencé à s'impliquer plus activement dans les actions sociales en périphérie. Pas de manière grandiose ou tape à l'œil, mais de manière cohérente. Il a commencé à soutenir des projets d'éducation et de santé, sachant que son changement personnel n'avait de sens que s'il se reflétait également dans le monde qui l'entourait. Il ne voulait pas se mettre en avant, mais il sentait qu'il y avait quelque chose d'important à donner plus que de l'argent. Il voulait donner de la dignité, comme Clara l'avait demandé. Et, petit à petit, les petits changements dans sa vie se sont ajoutés à de grands impacts, surtout dans la vie de Clara et de sa mère, qui ne voyaient plus l'avenir avec autant de peur.
Clara, désormais plus confiante, a commencé à envisager un avenir pour elle-même, quelque chose qui semblait auparavant impossible. Elle ne pensait pas être couturière pour toujours. Dans sa tête, ce qu'elle voulait, c'était étudier, apprendre, être quelque chose de plus. Sa mère, dont la santé s'améliorait progressivement, commença à l'encourager davantage à poursuivre ce rêve. Même si les difficultés persistaient, le fardeau que portait Clara semblait plus léger. La jeune fille n'avait plus à vivre avec la peur constante de tout perdre. Le simple fait de savoir que je pouvais compter sur Marcelo, même en silence, a fait toute la différence. Un samedi, des mois après cette conversation décisive entre les deux, Clara est allée à l'école avec un sourire différent. Pour la première fois, elle ne se sentait pas inférieure aux autres enfants. Elle savait que ce qu'elle traversait n'était pas facile, mais elle savait aussi qu'elle avait la force d'un guerrier. En passant dans la rue où habitait Marcelo, elle regarda sa maison avec un sentiment de gratitude qu'elle ne pouvait toujours pas expliquer. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait qu'elle avait désormais quelque chose de plus, de l'espoir. Et même si un jour la vie apportait de nouveaux défis, Clara savait qu'elle avait la capacité de les affronter avec courage et dignité. Elle avait appris qu'en fin de compte, la véritable force ne résidait pas dans le fait de se tenir au-dessus des autres, mais dans le fait de se défendre, même lorsque le monde semblait être contre vous. Marcelo, à son tour, a continué à faire face à ses propres défis, mais désormais avec une vision du monde différente. Il est devenu un homme plus attentif aux besoins des autres, sans rechercher la reconnaissance. Pour lui, la plus grande récompense n'était pas le profit ou le prestige, mais la paix intérieure qu'il ressentait désormais en sachant que ses actions contribuaient à quelque chose de plus grand. Il continuait à faire des affaires. Il vivait toujours sa vie bien remplie, mais quelque chose en lui avait changé de façon permanente. La connexion avec Clara et sa mère lui a apporté un épanouissement dont il ne savait pas avoir besoin. Ce n'était pas une amitié au sens conventionnel du terme, mais une compréhension profonde et silencieuse selon laquelle parfois la plus grande transformation dans la vie d'une personne commence par de petits gestes presque invisibles. La communauté où vivait Clara, auparavant si indifférente, commença également à remarquer les changements. Les gens ont remarqué à quel point la fille était plus calme et plus confiante. Certains étaient encore surpris par la manière discrète avec laquelle Marcelo aidait. Mais pour Clara, il était un exemple que même les âmes les plus endurcies pouvaient adoucir. Elle ne l'a jamais qualifié de héros, mais pour elle, c'était quelqu'un qui avait vu sa douleur et avait décidé de faire quelque chose sans rien attendre en retour. Pour Clara, cela signifiait plus que n'importe quelle aide financière. Cela signifiait que la véritable force résidait en réalité dans la gentillesse et la capacité de croire aux autres, même dans les situations les plus difficiles. Au fil du temps, les choses ont continué à s'améliorer. Clara commença à étudier le matin, tandis que sa mère récupérait de plus en plus. Elle aidait toujours à la maison, mais elle n'était plus seule dans le combat. Le soutien qu'elle a reçu de Marcelo lui a fait croire qu'il y avait quelque chose au-delà des difficultés. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à accomplir, mais maintenant, chaque jour, elle voyait sa mère plus forte, elle-même plus confiante, et la maison, bien que simple, plus pleine de vie. La vie de Clara, auparavant marquée par la solitude et la peur, avait désormais de nouveaux horizons, et le poids qu'elle portait semblait plus léger à chaque pas qu'elle faisait. Marcelo, quant à lui, n'a jamais cherché à obtenir une reconnaissance publique pour ses actes. Il savait que le changement s'était produit à l'intérieur de chacun d'eux, Clara, Patricia et lui. C'était ce qui comptait. Clara savait que le voyage n'était pas encore terminé. Il y avait encore de nombreux défis à relever, mais elle était désormais confiante de pouvoir les relever. Ce qu'elle a appris au cours de cette expérience, c'est que, peu importe les difficultés de la vie, il y aurait toujours une opportunité de recommencer, de trouver des gens prêts à l'aider, de voir au-delà des difficultés. Et peut-être que la plus grande leçon de toutes était que la gentillesse et l'empathie étaient des forces suffisamment puissantes pour transformer n'importe quelle situation. Marcelo, l'homme qui lui semblait autrefois si lointain,
faisait désormais partie de son histoire, de sa vie. Il ne l'a pas sauvée, mais il a montré à Clara qu'avec du courage et du soutien, il était possible de transformer même les plus grands cauchemars en possibilités de croissance et de victoire. Le temps passa et Clara, avec ses forces renouvelées, commença à avoir plus de temps pour être une enfant, pour jouer, étudier, apprendre. Elle comprenait que la vie serait encore pleine d'obstacles, mais maintenant elle savait qu'elle n'était plus seule. Le véritable changement ne résidait pas seulement dans l'aide financière qu'elle recevait, mais dans la compréhension que sa valeur ne résidait jamais dans les difficultés auxquelles elle était confrontée, mais dans la façon dont elle les surmontait avec dignité et courage. Marcelo, à son tour, a continué son voyage de transformation silencieuse, voyant dans le sourire de Clara et le rétablissement de Patricia la véritable récompense de ses petits gestes. Je n'avais besoin de rien d'autre. Il avait trouvé la paix qu'il recherchait depuis des années, simplement en prenant soin des autres et en faisant ce qui était en son pouvoir. Clara, maintenant âgée de 10 ans, savait que la vie avait encore beaucoup à offrir et qu'elle ne faisait que commencer son voyage. Mais quelque chose en elle avait changé pour toujours. Elle a compris que la véritable force ne résidait pas dans le fait de ne pas avoir peur, mais dans le fait d'avancer malgré elle. Et surtout, elle savait que la gentillesse et le courage pouvaient transformer n'importe quelle histoire, tout comme ils avaient transformé la sienne. Le passé difficile était toujours là, mais elle avait désormais le présent et un avenir où, plus que jamais, elle croyait pouvoir être tout ce qu'elle voulait.